Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième soirée de la série La science dans notre quotidien. Donc, cette série commence avec une série d'exposés qui est réalisée par le professeur Hafid Awraq, qui est le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique. Après avoir fait un premier exposé qui s'intitule « Pourquoi les objets se cassent-ils ?», aujourd'hui nous avons un deuxième exposé qui va nous éclairer sur la science s'invite dans votre cuisine. Donc, professeur Awraq, vous avez la parole. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Bonsoir. Donc, j'espère que nous allons passer une soirée autour de la science et comment cette science s'introduit dans notre quotidien. Et aujourd'hui, je vais parler essentiellement de la science dans notre cuisine. Donc la cuisine, on a beaucoup, c'est un art, faire de la cuisine, c'est connu. Mais est-ce que la science peut nous aider à mieux cuisiner ou nous aider à comprendre certains phénomènes qui se passent dans notre cuisine? Et donc je voudrais aujourd'hui parler de trois aspects essentiels sur la cuisine. D'abord, je vais parler de l'aspect, quels sont les ustensiles qu'on utilise dans la cuisine. Ensuite, je vais parler de la cuisson. Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, je vais parler des aliments qu'on utilise dans la cuisine. Et aussi, je vais parler aussi un peu de certains phénomènes assez particuliers que l'on remarque quand on fait de la cuisine. D'accord ? Et à partir de là, donc, on va essayer de voir un peu comment la science peut expliquer ceci. Et vous savez, donc, la cuisine a été tout le temps considérée comme des choses qui s'apprennent avec le temps. On devient bon cuisinier, on sait un peu faire certaines recettes, on sait mélanger les goûts et les saveurs. Donc la cuisine, c'est essentiellement une histoire de goût et de saveurs. Mais il y a une chose, ces dernières années, la science de la cuisine, de cuisiner, est devenue quelque chose qui s'apprend dans les universités. Il y a même des formations scientifiques dédiées donc au métier de cuisinier. Et essentiellement, cet aspect est plus en relation avec la chimie, d'accord ? On a introduit une branche de la chimie, d'accord, dédiée à la cuisine. Et on a introduit un concept nouveau, d'accord, qui s'appelle la gastronomie moléculaire. La gastronomie moléculaire, c'est qu'aujourd'hui, chose qui vous paraît très simple, d'accord, c'est quelque chose de très complexe. C'est-à-dire la chimie derrière la cuisine, est quelque chose de très complexe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés à expliquer certains mécanismes qui se passent, d'accord, lorsqu'on fait de la cuisine, lorsqu'on cuisine. Et donc on a introduit certains domaines aujourd'hui qui s'enseignent dans l'université, entre autres, comme j'ai dit, la gastronomie moléculaire, la neurogastronomie, parce qu'on pense que la gastronomie a un lien direct avec nos sens, puisque le goût et les saveurs, c'est les sens. C'est nos sens, d'accord? Donc c'est une transmission de l'information au cerveau. Donc on a introduit une nouvelle science qui s'appelle la neurogastronomie. Et puis il y a aussi le côté physique, d'accord? On a introduit aussi la gastronomie physique. Donc vous voyez un peu qu'aujourd'hui la science de faire de la cuisine devient de plus en plus une science qui relève maintenant de scientifique et non pas de recettes de grand-mère, Et donc, je vais essayer, à travers cet exposé, d'introduire certains concepts. Alors, tout d'abord, faire de la cuisine, on a deux moyens de cuisiner. Soit la cuisine se fait par conduction, soit elle se fait par convection. C'est-à-dire, quand je dis la cuisine se fait par convection ou elle se fait par conduction, c'est le moyen de faire cuire les choses. Donc, on peut faire cuire les choses soit par conduction, soit on peut faire cuire les choses par convection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les moyens qu'on va utiliser pour faire la cuisine. Soit on va utiliser les feux, d'accord, donc une cuisinière. Donc là, c'est-à-dire qu'on utilise un ustensile, d'accord, pour faire conduire la chaleur du feu vers les aliments qu'on est en train de cuisiner. Donc je dis que par convection.
Ou bien on peut cuisiner dans un four, d'accord? Et là, la cuisson se fait par convection, d'accord? C'est-à-dire, c'est des ondes électromagnétiques, d'accord, qui font que les réflexions de la paroi de ces ondes électromagnétiques vont faire cuire les aliments. Donc, ou bien vous avez aussi la cuisson par contact direct, c'est-à-dire quand vous faites de la braise et vous faites la cuisson sur de la braise. Et puis, dernièrement, il y a une nouvelle qui est un peu plus récente, c'est le micro-ondes. C'est-à-dire que dans certaines conditions, on peut cuire par micro-ondes, et ça aussi, c'est par convection, ce n'est pas, c'est pas par conduction. Donc, nous avons ces deux types. Quand est-ce faut-il cuisiner par convection et quand est-ce faut-il cuisiner par conduction? Donc, ça veut dire que nous avons ces deux modes qui sont nécessaires pour faire d'abord la cuisine. Et l'ingrédient numéro 1 dans la cuisine, c'est l'eau. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, dans la majorité des temps, on utilise deux choses, soit l'eau, soit l'huile. D'accord? Donc, dans la grande majorité, la cuisine se base sur l'eau. Donc, ça veut dire que l'eau est un élément essentiel dans la cuisson. C'est un élément essentiel dans la cuisson. Pourquoi? Parce que justement, l'eau, c'est ce moyen, d'accord, c'est ce flux, d'accord, c'est je dirais, c'est ce vecteur énergétique qui va transmettre la chaleur, d'accord, à ces aliments ou à ces ingrédients que vous mettez pour cuire. Donc, c'est ce contact, d'accord, qui est donc ce moyen qui va permettre la conduction, d'accord, de la chaleur. Alors, le problème, c'est que l'eau, on dit que l'eau bout à 100 degrés. Mais ça, c'est l'eau pure. Quand vous avez de l'eau pure, l'eau, elle bout à 100 degrés quand elle est pure. Mais comme dans la cuisine, on n'utilise jamais de l'eau pure. On utilise soit de l'eau d'eau robinet, soit de l'eau minérale. Et donc, ça veut dire que cette eau qu'on utilise du robinet, ou cette eau qu'on utilise donc de l'eau minérale, fait que le point de fusion, point d'ébullition de l'eau, n'est pas 100 degrés. Je donne un exemple. L'ébullition aussi dépend du lieu, de la place où on est. Par exemple, si je suis au niveau de la mer, au même niveau de la mer, et si j'ai de l'eau pure, l'eau bout à 100 degrés. Mais si je suis dans une montagne, plus je vais monter en hauteur, d'accord, donc je vais prendre de la hauteur, donc ça veut dire que la pression va changer. L'eau va bouillir à une température plus basse. Par exemple, si je dis à 2 km, une montagne qui a une altitude de 2000 mètres, l'eau va bouillir à 85 degrés. Donc ça veut dire que plus je vais monter en hauteur, plus l'eau va bouillir à des températures plus basses. D'accord? Donc vous voyez qu'ici, là, il y a deux paramètres, donc ça veut dire qui rentrent en jeu, la température et la pression. Deuxièmement, l'eau est un liquide mystérieux. C'est un liquide particulier qui fait que ses propriétés sont complètement différentes des autres propriétés. La première constatation, parce que pourquoi quand je dis l'eau, on fait d'abord cuire dans l'eau, mais il ne faut pas oublier que tous les aliments, tous les légumes, toutes les viandes, tout ce qu'on mange, il y a majoritairement de l'eau à l'intérieur. Donc l'eau est prépondérante dans tout ce que nous allons manger, que ce soit des légumes ou que ce soit du viande. Donc la quantité d'eau à l'intérieur est importante. Donc ça veut dire que l'eau est quelque chose d'extraordinairement important, d'accord, comme élément que j'utilise pour faire cuire, ou comme élément qui existe dans ces ingrédients. Et comme j'ai dit, l'eau est un liquide mystérieux, et vous pouvez le remarquer, c'est-à-dire que quand vous prenez de l'eau, vous mettez une bouteille d'eau dans un frigo, la bouteille d'eau, au bout d'un certain moment, quand elle commence à faire de la glace, elle explose. Ça veut dire que l'eau est le seul liquide, à part un ou deux, qui ont cette propriété que quand la température diminue, le volume augmente.
Et quand la température s'élève, le volume diminue. Alors que tous les autres liquides, quand la température diminue, le volume diminue. Il y a le seul, c'est l'eau, que quand la température diminue, le volume augmente. Et donc c'est pour ça que quand vous laissez une bouteille dans le congélateur, elle explose, parce que son volume augmente. Et ça a quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est ça l'essence de la vie. C'est pour ça que les icebergs flottent sur l'eau. Parce que pourquoi? Parce que le fait que le volume augmente et la masse est la même, ça veut dire que la densité diminue. Et donc si la densité diminue, ça veut dire que la densité de la glace est plus faible que la densité de l'eau liquide. Donc si vous mettez des glaçons sur de l'eau, ils flottent, parce que la densité de la glace, elle est plus petite que l'eau. Donc ça veut dire déjà là, vous savez que le fait que vous avez des glaçons, les glaçons vont flotter dans l'eau, ils ne vont pas s'immerger dans l'eau. Ça déjà, c'est parce que la densité est ainsi. Et puis, ça c'est une des particularités, particulières de l'eau, d'accord? Donc c'est pour ça que l'eau est quelque chose, donc ça veut dire que l'eau, il va avoir une relation directe par rapport à la température à laquelle vous allez l'utiliser. Et donc, dans ce fait-là, nous allons parler de la qualité de l'eau. Donc, quand vous achetez une bouteille d'eau minérale, d'accord, vous allez trouver un certain nombre, d'accord, d'éléments qui sont inscrits dans la bouteille d'eau, qui sont généralement des sels minéraux ou des oligo-éléments. Parce que le corps humain a besoin de sels minéraux et d'oligo-éléments, d'accord, pour son entretien. D'accord? Les sels minéraux existent naturellement dans le corps humain. Donc les sels minéraux existent naturellement dans le corps humain. Et donc, je donne un exemple de sels minéraux. Par exemple, le calcium, le sodium, le magnésium. Tout ça, c'est des sels minéraux. Donc quand vous achetez une bouteille d'eau, il vous donne les taux de sels minéraux. C'est un complément, d'accord, pour l'organisme, parce que les sels minéraux sont nécessaires pour, justement, le maintien d'un organisme. Et puis, vous avez une deuxième catégorie d'éléments qui se trouvent dans votre corps, qui sont les oligo-éléments. D'accord? Les oligo-éléments, ils sont très peu dans notre corps, comparativement aux sels minéraux, qui sont en abondance. Donc, notre corps a besoin d'oligo-éléments parce que parfois il n'y a que des traces qui sont dans notre corps. Parmi les oligo-éléments, le fer, le zinc, le cuivre, ça c'est ce qu'on appelle des oligo-éléments. Donc il faut apporter un apport extérieur pour notre corps, d'accord, pour pouvoir ramener ces oligo-éléments qui font que notre organisme fonctionne. Et c'est pour ça que quand on vous dit, vous ajoutez des compléments aujourd'hui à des compléments alimentaires, vous prenez du zinc ou là vous prenez du fer, parce que notre corps est appauvri en ces éléments, il faut apporter parce qu'il y a des traces, parce que justement, les oligo-éléments et les sels minéraux sont évacués par les reins. D'accord? Donc ils sont évacués par les reins, donc il faut à chaque fois donc apporter ce plus, d'accord, qui apporte. Les oligo-éléments sont nécessaires pour l'immunité du corps humain, etc. Donc ça veut dire comment, quand je fais de la cuisson, d'accord, et ça c'est important, d'accord, je peux maintenir ces minéraux et ces oligo-éléments. Mais malheureusement, d'accord, le problème qui se passe, c'est que ces sels minéraux, là, ces oligo-éléments, d'accord, ont une relation directe avec la température. Donc ça veut dire que la température est importante, d'accord, pour pouvoir maintenir ce taux de sels minéraux ou là, ce taux d'oligo-éléments. Et puis il y a une deuxième chose qui est importante dans notre système, d'accord, parce que ça c'est un apport. Mais quand vous allez prendre des aliments, vous allez prendre donc vous allez vous nourrir, ce que vous allez vous nourrir est quelque chose d'étranger par rapport au corps humain. Il faut que votre corps humain l'assimile.
Il assimile ces choses que vous mangez. Ça veut dire il assimile ces choses que vous mangez. Ça veut dire il va transformer ces aliments que vous allez manger en quelque chose, d'accord, qui va être accepté par votre corps et qui va passer dans le sang, qui va passer dans les tissus, etc. Et ça, l'élément essentiel qui fait cette conversion, pour que ce que nous mangeons soit assimilé par notre corps, c'est ce qu'on appelle les enzymes. C'est les enzymes. Les enzymes sont nécessaires, d'accord, pour la digestion. Et nous avons 3 sortes d'enzymes. Nous avons les enzymes métaboliques, c'est-à-dire ils sont dans notre corps, c'est celles qui transforment pour les cellules, pour les muscles, etc., donc pour que ça fonctionne. Et puis vous avez les enzymes digestifs, c'est-à-dire c'est ceux qui vont transformer, d'accord, ce que nous mangeons, d'accord, en quelque chose qui va être assimilé par le corps. Je donne un exemple. Si vous prenez du pain, dans le pain il y a de l'amidon. L'amidon n'est pas assimilé par le corps. Il faut qu'il soit transformé en ce qu'on appelle une amylase. Et l'enzyme, d'accord, qui le transforme, d'accord, c'est l'amylase, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une enzyme qui transforme l'amidon en quelque chose que notre corps peut accepter. Les lipides, les graisses, d'accord, donc les huiles, etc. On peut pas, le corps tanné, il ne peut pas assimiler une huile comme ça. Il faut que cette huile soit dégradée pour qu'elle puisse être acceptée par notre corps. Donc ça, c'est les lipases, c'est une autre enzyme. Donc ça veut dire que dans notre cuisson, dans notre vie, donc nous allons manger. Et donc en mangeant, ça veut dire que les enzymes sont nécessaires. Et puis, vous avez les enzymes alimentaires qui sont dans les aliments, dans les végétaux, dans les viandes, etc. Et donc notre corps a toujours besoin d'enzymes. Parce que pourquoi? Plus on va vieillir, plus le nombre d'enzymes va diminuer. Ça veut dire que notre corps ne produit pas de façon inépuisable des enzymes. Donc à un certain âge, on a besoin d'enzymes extérieures pour pouvoir. Et ces enzymes extérieures vont venir de ce que nous allons manger. C'est les enzymes que je dirais qui viennent du monde naturel que nous mangeons. Donc ça veut dire que si nous allons cuisiner, la meilleure, je dirais, façon, c'est de conserver les enzymes dans ces aliments que nous allons manger. Alors comment conserver ces enzymes dans les aliments que nous allons manger? Quel est le meilleur moyen de cuisson pour pouvoir préserver ces enzymes? Je te prends un exemple, par exemple. Si je vous dis la carotte et la tomate, parce qu'une enzyme, c'est d'abord, il faut savoir, une enzyme, c'est d'abord, c'est une protéine. L'enzyme est une protéine. Donc la définition des enzymes, c'est une forme de protéine. Donc une protéine, elle est nécessaire comme apport énergétique pour notre corps. Alors, si je vous dis par exemple la tomate ou la carotte et la carotte renferment une enzyme qu'on appelle la bêta-carotène. D'accord? Mais la bêta-carotène, c'est-à-dire, pour l'activer, donc une enzyme, il faut l'activer, parce qu'une enzyme, c'est quoi? C'est un agent catalytique. Il accélère la réaction. Donc, si vous prenez une carotte ou la tomate, si vous prenez une carotte ou la tomate crue, l'enzyme n'est pas activée. Alors, il est préférable de manger de la carotte ou de la tomate cuite, parce que le fait de la chaleur active la bêta-carotène. Donc la bêta-carotène, elle est plus efficace pour votre corps, d'accord, elle est plus assimilable si elle est cuite. Donc si je dis, vous voulez manger de la carotte crue ou de la tomate crue, donc je dirais que la bêta-carotène, d'accord, elle a plus d'effet cuite que naturel. Et ça, depuis tout le temps, vous voulez manger de la carotte crue ou la manger de la tomate crue, mais c'est faux. Donc je ne l'ai pas faire. D'accord. Je l'ai pas faire avec la carotte. Donc ça veut dire que la carotte, il faut la bouillir, elle va libérer plus d'enzymes bêta-carotène. La tomate aussi, il y a de la bêta-carotène que de la
Mais contrairement, par exemple, la vitamine C, elle est dégradable par la température. Donc tu vois, vous voyez donc un peu toutes ces vitamines, chacune, hein, d'accord, se comporte différemment par rapport au mode, d'accord, d'utilisation de ceci. Donc la vitamine C est très sensible à la température. Donc ça veut dire que les aliments qui contiennent de la vitamine C, il vaut mieux les manger crus, hein, que de les manger cuits, hein, parce que si on les cuit, ils vont perdre leur vitamine, C, elle va se dégrader, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, c'est par rapport au choix, d'accord? Si je veux plus de bêta-carotène, il faut que je cuis, hein? Si je veux plus de... Et je vous dirais des choses très simples. Par exemple, je donne un exemple, par rapport aux sels minéraux, par exemple, vous allez prendre de l'eau, et vous ne savez pas l'eau du robinet que vous allez utiliser, s'il y a beaucoup de sels minéraux ou il n'y a pas beaucoup de sels minéraux. Je donne un exemple très simple. Pour une femme qui est dans le foyer et qui veut savoir s'il y a beaucoup de sels minéraux dans l'eau avec laquelle elle cuit, oulala. Vous allez par exemple cuire de la courgette. Vous mettez de l'eau dans la courgette, hein, bouillir, et si vous voyez, parfois, vous le remarquez vous-même, hein, après, donc, quand elle bout, hein, la courgette va briller. Vous allez voir un éclat, hein, elle était verte et elle va être plus verte. Si, quand vous faites tam ou la haja ou là, vous voyez une courgette qu'elle est vraiment, hein, elle dégage beaucoup de lumière, elle est vraiment brillante. Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire que c'est une réaction, hein, entre la chlorophylle et le magnésium. Ça veut dire que dans votre eau, il y a beaucoup de magnésium, hein, dans votre eau comme sels minéraux. Donc c'est la réaction, hein, du magnésium avec la chlorophylle qui donne un éclat, d'accord? Et c'est pour ça que généralement quand vous faites blanchir, hein, des légumes, d'accord, il y a plus d'éclat. Donc pour avoir plus d'éclat, il faut avoir plus de magnésium dans l'eau pour donner plus d'éclat à vos aliments. Donc ça veut dire qu'on peut jouer sur la couleur, hein, sur la couleur des légumes quand vous allez les poser comme ça, en ajoutant des sels minéraux. Et les sels minéraux, par exemple beaucoup de sel, etc., jouent aussi sur les températures d'ébullition de l'eau. Donc l'eau aussi a une relation avec ce qu'elle contient. Alors, maintenant, par exemple, les enzymes, toujours, on produit aussi les enzymes. Parce que les enzymes, c'est aussi, par exemple, le moyen le plus simple de produire des enzymes, c'est la fermentation. La fermentation, on fait du fromage, hein, ou là on fait du lait caillé, hein, etc. Donc là, c'est-à-dire la fermentation produit des enzymes, c'est-à-dire c'est des bactéries, hein, c'est des champignons, d'accord. Donc ça, c'est nécessaire, ça se produit naturellement, d'accord. Alors, donc partant de ce fait, donc c'est ceci. Donc, quand je dis tout à l'heure la bêta-carotène, vous savez c'est quoi, hein? C'est de la vitamine A, hein? Donc ça veut dire que la vitamine A, pour avoir un apport important de vitamine A, il faut prendre la carotte ou la tomate chauffée, hein, cuite, hein? Donc la vitamine A dans la carotte fraîche, hein, ou la tomate fraîche ne vous apporte pas cette pro-vitamine A dans votre corps. Alors donc maintenant, je vais parler donc de la cuisson. Alors la cuisson, vous savez, quand vous faites de la cuisson, généralement, comme j'ai dit, je vais utiliser soit l'eau, d'accord, soit, par exemple, soit, comme j'ai dit, j'utilise pas d'eau, hein, j'utilise la convection, c'est-à-dire le four. Hein, je n'ai pas besoin de mettre de l'eau, hein, pour une cuisson par convection. Mais pour une cuisson par conduction, je suis obligé d'avoir un vecteur de transport, hein, de cette énergie qui est l'eau. Alors, quel est l'ennemi numéro 1 des aliments? L'ennemi numéro 1 des aliments est l'oxygène. Et l'oxygène se trouve dans l'air. D'accord? Donc, première recommandation, il faut faire une cuisson
avec le couvercle fermé. Si vous allez laisser le couvercle ouvert, donc il y aura plus d'apport d'air, hein, d'accord? Et donc s'il y a plus d'apport d'air, il y a plus d'apport d'oxygène, et donc l'oxygène est le numéro 1, d'accord, de la cuisson. Pourquoi il est le numéro 1? On pense que c'est le responsable numéro 1, d'accord, qui enlève le goût et la saveur. C'est lui qui induit des réactions qui vont faire que les parfums qui existent dans les légumes, par exemple, hein, ou dans les viandes, il va disparaître. Et donc, les aliments, les légumes que vous allez manger, n'ont va plus avoir ce parfum. Alors, donc ça veut dire que nous sommes sur une relation, hein, comment maintenir le parfum. Et toute la cuisine, l'art de la cuisine, c'est maintenir le parfum et la saveur, le goût et la saveur, d'accord? C'est soit on sent, d'accord, il y a une sensation, ça sent bon, hein, soit c'est la sensation du goût, hein, c'est-à-dire quand je le mange, j'ai une sensation que c'est quelque chose de bon, d'accord? Donc c'est deux choses, c'est le parfum qui se dégage et le goût qui se dégage. Alors, ça, on peut le faire déjà, il y a la physique. Le premier élément qui peut interférer sur le parfum, d'abord le parfum, d'accord? Parce que chacun il dégage, hein, un parfum. Mais certains ne dégagent pas le parfum quand ils sont comme ça, naturellement. Il faut faire une action mécanique pour qu'ils puissent dégager le parfum. Sans action mécanique, on ne peut pas dégager le parfum dans certains légumes. Si vous prenez un oignon, vous achetez un oignon naturel, vous le ramenez dans votre ça, il ne donne aucun parfum. Vous ne sentez rien. Si vous prenez de l'ail, une gousse d'ail, et vous la ramenez, il n'y a aucun parfum. Pour que le parfum dans l'oignon ou le parfum dans l'ail, il faut faire exercer une action mécanique. Il faut couper. L'oignon, si on ne le coupe pas, il ne vous fait pas des larmes, hein, aux yeux. Vous ne sentez pas son parfum. Parce que c'est le parfum qui se dégage. Hein, et c'est ce parfum qui se dégage qui va vous donner, il y a un acide flavonoïque un acide qui va se dégager, et c'est cet acide qui va vous faire larmoyer, hein, les yeux. Donc il faut une action mécanique pour que le parfum de l'oignon se dégage. Donc il faut que le couteau coupe. Si je prends de l'ail, la même chose. L'ail, si je ne le coupe pas, il ne dégage pas le parfum de l'ail. Donc on est obligé de prendre l'ail comme ça et de le mettre, ne va dégager aucun parfum. Et chose plus importante, ça veut dire pour avoir le maximum de parfum, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le couper dans des morceaux de plus petits. Plus je coupe l'ail en morceaux plus petits, hein, plus il y aura de parfum dans mon plat. Hein. Plus je vais couper l'oignon en petits morceaux, plus il va avoir plus de parfum dans l'ail. Donc ça veut dire que si je prends un oignon, je le jette comme ça en entier, il ne va dégager aucun parfum. Donc je ne vais pas sentir, hein, le parfum de l'oignon dans mon bouillon ou là, dans mon tagine, etc. La même chose, si je fais pour l'ail, ça veut dire que si je veux faire, par exemple, me dire, j'étais hadjej, hein, et avec où je dois mettre beaucoup d'ail, hein. Donc pour avoir le parfum de l'ail, il faut le couper, plus je vais le couper en morceaux, hein, plus je vais ce parfum qui se dégage. D'accord? Contrairement, il y a d'autres légumes, si je les coupe, hein, le parfum disparaît. Le parfum disparaît. Et ça, c'est par exemple, tout ce qui est, par exemple, persil, coriandre, etc. Il vaut mieux le mettre tel qu'il est, il ne faut pas le couper, hein, en petits morceaux. Donc, vous voyez, ça, c'est l'action physique.
L'action mécanique, ça veut dire que quelqu'un qui doit cuisiner, d'accord, plus il doit... Donc c'est une science, hein. Parce qu'en fait, il y a des liaisons que je suis en train de couper. En coupant ces liaisons, je libère ce parfum-là. Donc ça, c'est... Donc vous avez, dans la cuisine, on utilise ce que j'appelle des actions mécaniques. L'action mécanique, je peux la faire avec quoi? Soit avec un couteau, hein, soit avec des blenders. Des blenders pour hacher, etc. Et donc, ça veut dire qu'ici, je donne un exemple. Et parfois, quand vous faites ces actions mécaniques, par exemple, je prends le persil. Vous le mettez dans un blender, vous le hachez. Vous avez donc une sorte de quelque chose qui est comme une mousse, hein, d'accord, de persil. Quand vous l'achetez, il est tellement vert, il est beau, hein. Quand vous allez le hacher, vous allez le laisser pendant 15 minutes, 20 minutes, il va commencer à noircir. Ça veut dire que vous avez cassé des liaisons qui vont lui faire perdre, d'accord, ses arômes et sa texture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver? Ça veut dire que certains aliments, avant de les broyer mécaniquement ou les casser mécaniquement pour qu'ils gardent leur couleur, qu'ils ne soient pas affectés par, c'est toujours l'oxygène, c'est une affaire d'oxygène, d'accord? Par exemple, une pomme de terre. Vous l'épluchez, vous la laissez à l'air libre, elle brunit, elle devient marron, hein? Vous prenez une pomme, hein? Et vous l'épluchez, vous la laissez à l'air libre, elle brunit, hein? D'accord? Parce que c'est l'oxygène. Alors comment éviter ceci? Qu'est-ce qu'il faut faire? Du citron. Pour ceci. Il faut ce qu'on appelle blanchir. Ça veut dire bouillir, hein, à pas une température très élevée, d'accord, jusqu'à ce que ça commence à frétiller, vous les enlevez, hein. Donc quand vous allez les enlever, vous allez les faire, donc ils ne brunissent pas, d'accord, ils ne brunissent pas, et ça vous pouvez le faire quand vous faites de la purée ou vous faites quelque chose dans ce sens-là, d'accord, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de couleur. Donc, vous voyez qu'il y a une relation directe, hein, d'accord, entre des propriétés mécaniques et des propriétés chimiques. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est tellement complexe. Alors, donc, je reviens. Donc, ça veut dire que si je mets, par exemple, une compote de pommes ou là où je ne veux pas que les pommes ne noircissent, il faut que je les blanchisse. La même chose pour les pommes de terre. Alors maintenant, comme j'ai dit, l'ennemi numéro 1, c'est l'oxygène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça veut dire, pour conserver les aliments, il faut les protéger contre l'oxygène. Et qu'est-ce qu'on fait pour les protéger contre l'oxygène? On les met dans les frigos. Parce que le frigo, c'est censé, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, puisque c'est hermétique, hein? Donc je les conserve un certain temps. Si je veux les conserver encore plus, qu'est-ce que je mets? Je mets un film, hein? D'accord? Un film en plastique blanc, j'entoure, hein, mes aliments et je les mets en frigo. Donc il y a moins d'air qui va rentrer à l'intérieur. Donc plus il y a moins d'air et plus il y a moins d'oxygène qui va rentrer, plus l'aliment se conserve. Donc ça veut dire que je le prémunis de l'oxygène. Et ça ferait venir que je peux conserver aussi, en plus de, si je veux le conserver pour une longue période, puisque dans le frigo, je le conserve pour quelques jours, hein. Si je mets, plus je l'isole, plus je vais le conserver pour quelques jours. Mais au bout d'un certain moment, il commence à pourrir. On le voit, hein, il commence à pourrir. Donc si je veux le conserver plus longtemps, il faut que je le congèle. Il faut que je le mette dans le congélateur. Et là, il y a deux choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent entre le surgelé et le congelé. Qu'est-ce que ça veut dire le surgelé et qu'est-ce que ça veut dire le congelé? Qu'est-ce que ça veut dire faire de la surgélation ou faire de la congélation? Donc on a deux moyens de conserver les aliments, soit par congélation, soit par surgélation. Et en général, quand vous allez acheter dans le supermarché, ils vous disent, vous trouvez le rayon congelé et le rayon surgelé. Quelle est la différence, hein, entre les produits surgelés
et des produits congelés. Le congélateur, c'est ce qui se trouve, chacun a chez lui un congélateur. Tous les frigidaires sont dotés d'un congélateur. Ça veut dire la congélation se fait généralement entre moins 16 et moins 20 degrés. C'est-à-dire que vous avez tous les frigos, vos congélateurs, ils congèlent les aliments à moins 16 et moins 20 degrés. La surgélation, elle se fait à moins 40 degrés. Vous voyez? La surgélation se fait à moins 40 degrés. Ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur, il va contenir sa forme, contenir sa texture, d'accord? Le surgelé va avoir un meilleur goût que le congelé. Pourquoi? Parce que, dans le congelé, on n'élimine pas les bactéries. C'est important. On n'élimine pas les bactéries. Dans le surgelé, il y a moins de bactéries. Parce que je vais donner un exemple. Quand vous prenez, quand vous sortez quelque chose du congélateur, il ne faut pas la remettre après dans le congélateur. Parce qu'une fois que vous la sortez du congélateur, elle va libérer les bactéries. Classe, elle est impropre. Donc vous allez la remettre avec beaucoup plus de bactéries qui vont rester dans l'aliment. Ça veut dire que la congélation, si vous décongelez ou vous recongelez, vous allez avoir encore plus de bactéries dans votre produit que vous avez conservé. Alors que dans la surgélation, vous avez moins de bactéries. Donc ça veut dire que si vous avez un moyen de surgeler vos aliments, c'est préférable que de faire de la congélation. Donc si vous avez un surgélateur, quelque chose qui va descendre jusqu'à moins 40 degrés, c'est bien meilleur que de faire du congélé. Donc il est préférable d'aller acheter dans un supermarché du surgelé que du congelé. D'accord? Il garde son parfum, il garde sa texture, etc. Et c'est plus important. Donc, voilà un peu, parce que, comme j'ai dit, ça c'est par rapport au moyen de conservation. C'est toujours cet apport, d'accord, de ceci. Donc, quand vous allez décongeler, quand vous sortez généralement quelque chose du congélateur, soit vous la laissez à l'air libre, se décongeler, soit vous allez utiliser de l'eau pour la décongeler, soit généralement les gens utilisent des micro-ondes. On la met vous avez une position décongélation dans votre micro-ondes. Qu'est-ce que ça veut dire le système de fonctionnement du micro-ondes, c'est quoi? Si je vous dis quelle est la comparaison de cuire sur deux feux, de cuire dans le four, et si je vous dis que le moyen le plus rapide pour cuire les choses, c'est le micro-ondes. Le moyen le plus rapide, si je fais cuire, par exemple, un poulet, il me faut 1h30, 45 minutes dans un four pour le cuire, dans un micro-ondes, 10 minutes, il est cuit. Pourquoi? Vous êtes posé la question. Pourquoi, dans un micro-ondes, le temps de cuisson est plus rapide? Tout simplement parce que le micro-ondes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer des ondes. Ce sont par convection. Vous avez votre aliment, il va libérer des ondes, ce qu'on appelle des micro-ondes. Ces micro-ondes traversent dans tous les sens votre produit. Mais comme tous les produits, c'est ça ce qu'il faut savoir, comme tous les produits contiennent de l'eau, le micro-ondes, il n'est pas en train de cuire le produit, il est en train d'enlever de l'eau, de chauffer de l'eau. L'eau qui est à l'intérieur du produit est en train de chauffer, d'accord? Et plus elle va chauffer, elle va, votre produit va cuire, d'accord? Donc ça veut dire, et comme les micro-ondes traversent tous les moyens, tous les produits, d'accord, toutes les surfaces, donc ça va passer de tous les côtés, d'accord.
Alors que quand vous faites cuire dans l'eau, hein, ou là vous les faites cuire dans le four, d'accord, ça n'atteint pas toutes les profondeurs. C'est-à-dire, il faut beaucoup plus de temps pour que la chaleur traverse toute la surface et tout le volume. Traverse tout le volume plutôt, d'accord? Donc il faut plus de temps. Alors que dans le micro-ondes, elle traverse tout le volume en entier. Donc la cuisson se fait rapidement. Alors si je vous dis, par exemple, vous prenez un morceau de glace et vous le mettez dans le micro-ondes, il va fondre? Il ne va jamais fondre. Parce que les micro-ondes ne traversent pas la glace. Micro-ondes ne traversent pas la glace. Hein? Et c'est pour ça que quand vous mettez quelque chose qui est congelé hein, dans le micro-ondes, il faut beaucoup de temps hein, pour qu'elle se décongèle. Et si vous mettez un verre d'eau ou du lait, même pas 20 secondes, il est chaud. Hein? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important de savoir que plus il y a de la glace, plus les micro-ondes ne vont pas chauffer hein, votre aliment et votre ceci. Deuxièmement, si je vous dis, deuxième question que je pose à une femme au foyer, est-ce que si je prends de l'eau chaude, ou là quelque chose qui est chaud, et quelque chose qui est normal à une température normale, froide, du frigo, et je la mets dans le congélateur, qui est-ce qui va refroidir le plus vite? Qui est-ce qui va se congeler le plus vite? Celle qui était chaude, en ébullition, ou celle qui était froide? Logiquement, vous allez dire que celle qui est froide va se congeler plus rapidement que quelque chose qui est chaud. Alors, le Rachi يقول لك لا ما تدخلهاش في الكونجيلاتور وهي حامية. C'est faux. Ça se congèle plus vite, plus c'est chaud, plus ça se congèle vite. Ça, c'est une relation de l'eau. Parce que quand vous allez mettre quelque chose qui est très chaud dans le congélateur, vous allez voir le bkhar يخرج, hein, de l'évaporation. Et c'est de l'évaporation, c'est quoi? C'est de l'eau qui s'échappe. Donc il y a moins de volume. Donc il faut moins de temps pour congeler un volume plus petit qu'un volume qui est très grand. Donc ce n'est pas une relation avec la température, mais ça a une relation avec le volume. C'est le volume, c'est la taille, la forme, le volume qui est important dans le processus de congélation. Donc ça veut pas, donc il ne faut pas, d'accord? Il vaut mieux que quitte qu'on hamien pour conserver son parfum et son arôme. Allez, ça c'est une chose. Donc deuxièmement, on a dit que l'ennemi numéro 1, c'est l'oxygène. Que faut-il faire pour éviter que l'oxygène, il faut fermer le couvert. Mais il dit que الناس جدودنا نطيب في الطاجين. Alors là, on rentre les ustensiles. On peut cuire dans de l'aluminium, on peut cuire dans de la fonte, hein? On peut cuire dans des aciers inoxydables, et on peut cuire dans de l'argile ou dans de la céramique. Bekri, on arrête tagine, c'est-à-dire de l'argile. On utilise de l'argile. Ou quand tu dis qu'il taïb في الطاجين, le makla, elle est plus parfumée, hein? Elle est plus aromatique. Pourquoi? Vous êtes posé la question pourquoi? Hein? Ça, c'est nos accords. Ou là, il dit qu'on fait de la bonne hein, bouffe dans des vieilles marmites. Hein? D'accord? Pourquoi? C'est toujours le problème d'oxygène. Pour fabriquer des ustensiles en métaux, là, en alliage métallique, c'est-à-dire en acier inoxydable ou en aluminium, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le minerai et il faut le rendre sous forme liquide. Donc il faut atteindre la température de fusion. Donc il devient sous forme liquide. Et je fais des moules. Et je verse le liquide dans ce moule. Et je le laisse refroidir. Et il me donne la forme d'une marmite. Hein, ou là, la forme d'une casserole. Ou là, la forme. Donc ça veut dire
que ces ustensiles sont fabriqués par coulée, par des fonderies. Mais un ustensile en argile, comment je le fabrique? Ce n'est pas le même processus. Je prends de l'argile, j'ajoute de l'eau et je donne une forme. Hein? Mais pour que cette forme prenne, qu'est-ce que je dois la faire? Je dois la cuire. Hein? Je le mets dans un four pour la cuire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour que quelque chose brûle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'oxygène. D'accord? Quelque chose que je brûle une fois, est-ce qu'elle peut se brûler une deuxième fois? Non. Mais l'aluminium et les aciers oxydables, on ne les a pas brûlés pour les fabriquer. On les a fabriqués par un autre process, sous forme liquide. D'accord? Ils n'ont jamais eu ce contact avec le feu. Donc ça veut dire que quand je vais mettre une marmite en acier ou en aluminium, elle va brûler, puisqu'elle est en contact, en conduction avec le feu. Donc en brûlant, qu'est-ce que ça veut dire? Elle va dégager de l'oxygène. Il va y avoir une utilisation importante d'oxygène. Donc ça veut dire qu'elle va absorber beaucoup d'oxygène. En absorbant beaucoup d'oxygène, elle va détruire le parfum et la saveur de ces légumes-là. Mais dans une marmite en argile, elle a déjà été brûlée. Donc l'argile ne va pas consommer beaucoup d'oxygène. Donc ça veut dire qu'il n'y va pas avoir beaucoup d'apport d'oxygène dans la cuisson. Donc ça veut dire que les aliments vont moins consommer d'oxygène, donc ils vont plus garder leur parfum et leur saveur. D'accord? Et la même chose quand on dit dans une vieille marmite, ça veut dire que c'est une marmite qui s'est brûlée plusieurs fois. D'accord? Si elle s'est brûlée plusieurs fois, c'est difficile qu'elle brûle, hein? Elle va consommer encore plus d'oxygène. Donc ça veut dire que c'est un problème toujours. Donc parce qu'il y a moins de consommation d'oxygène, d'accord, dans le processus de cuisson. Donc ça c'est un fait qui est important. Et puis vous avez des fois, vous allez cuire sur de la braise. Vous allez prendre un steak, hein, et vous allez le mettre sur de la braise pour cuire. Et ça, vous savez que celui qui a trouvé le processus, comment le ham il brunit, hein, il change de couleur. Rahmar, brun, hein, d'accord, quand vous le mettez sur de la braise. Ça, c'est ce qu'on appelle une réaction de Maillard. Maillard est un biochimiste français qui a enseigné à la faculté d'Alger en 1919. Il était enseignant à la faculté d'Alger en 1919. Hein? Il était le doyen de la faculté de biochimie et de pharmacie. D'accord? Il a enseigné ici à Alger. Et c'est lui qui a trouvé cette réaction qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui la réaction de Maillard. C'est quoi? C'est que les protéines, hein, en contact avec le feu, d'accord, avec les sucres de façon générale, une protéine en contact avec le sucre brunit. Elle devient marron. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est une réaction de Maillard, c'est la réaction de la protéine avec le sucre. Donc toute réaction d'une protéine avec le sucre induit une réaction de Maillard, et la réaction de Maillard, elle fait brunir, hein, elle fait brunir l'aliment. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand vous mettez un steak sur le feu, sur une plaque de cuisson, etc. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Quelle est l'action du feu quand vous mettez quelque chose sur le feu comme ça? Qu'est-ce que vous allez remarquer quand vous mettez un steak sur le feu? Il lâche de l'eau. Vous voyez que le steak, qu'est-ce qu'il est en train de libérer? De l'eau. De l'eau. Hein? Vous avez un liquide, hein, quand vous faites comme ça. Vous voyez le liquide, hein? Il est en train de perdre de l'eau. Et en perdant de l'eau, qu'est-ce que vous allez remarquer? Que le steak lishrito, il est comme ça, il va devenir plus petit en volume, parce qu'il a perdu toute l'eau qui était à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, ce qui est intéressant quand on fait un steak, c'est de garder le muscle.
comment conserver le muscle. Parce que c'est le muscle qui lui donne quelque chose qui est tendre, hein, d'accord? Quelque chose qui est bien. Et là, c'est pour ça que je dis, je reviens toujours à cette notion de conservation, qu'il ne faut jamais conserver la viande hachée. Chouf, normalement, ça devrait être interdit qu'on vende de la viande hachée, qu'on laisse de la viande hachée sur les étalages comme ça. La viande hachée, on doit l'acheter et l'utiliser au moment même. C'est-à-dire quand je vais chez le boucher, je dois lui dire « Darouak, t'hallil l'ham ». Et j'utilise dans la journée. La viande hachée ne se conserve pas. C'est le plus grand foyer de bactéries. La viande, dès que vous la hachez, d'accord, elle libère des bactéries. La viande, il ne faut jamais la hacher. Parce qu'il y a une enzyme, comme j'ai dit, parce que les enzymes, ce sont eux qui sont responsables de la production de bactéries, d'accord? Donc ce sont ces enzymes qui vont produire des bactéries, d'accord? Et c'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de fêtes chez nous, là il y a des intoxications, et la majorité des intoxications c'est dû à la viande, parce qu'ils font de la viande hachée, ou le frigidaire, ou le boucher, la viande hachée, etc. Donc il ne faut jamais aller acheter de la viande hachée qui est sur les étalages. Il faut demander au boucher de vous couper un morceau et de vous le hacher, hein, et d'utiliser dans la journée. Il ne faut pas conserver تعاود تدخل هذيك الكفتة تعاود تدخلها في الفريجيدير. Et là راك باغي تعاود تدخلها طيبها وعاود تدخلها hein في le frigo. Mais vous la laissez comme ça à l'air libre avec l'oxygène, l'enzyme au contact de l'oxygène va produire des bactéries. Et on sait tout ça, c'est la fermentation, hein. C'est comme le fromage, c'est comme le petit lait, etc., etc. Mais il y a des bactéries qui sont bonnes et des bactéries qui sont hein, mauvaises pour la santé. Donc ça, c'est par rapport au pain. Alors, je voudrais aussi parler d'un point aussi qui est important pour moi, d'accord? Le pain. Beaucoup de gens, on utilise dans notre quotidien le pain, tout le temps le pain. Ou bien on fait aussi ce qu'on appelle généralement aussi des gâteaux, hein? Surtout les cakes, etc. Et on s'est posé la question toujours, comment améliorer le pain? Donc le pain. Et le pain est devenu quelque chose d'extraordinaire, et c'est devenu, il y a une science du pain. Vous avez maintenant des instituts aux États-Unis, en France, hein, qui sont les instituts de recherche du pain. Donc ça veut dire que dans le pain, vous avez deux choses. Vous avez les pains de la farine, d'accord? Donc le blé tendre, et des pains avec du blé dur. Hein? Avant, traditionnellement en Algérie, on n'utilisait que le blé dur, hein, smid. La farine, elle est rentrée en Algérie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont introduit la farine en Algérie. Les Arfou Jazaïrin, Ch'tahia al-Farina. On a commencé à changer nos traditions, à cuisiner, à faire du pain avec de la farine. Alors, on sait très bien que le pain de la farine, il contient beaucoup de sucre. Ça veut dire que si un diabétique doit choisir entre un pain hein, à la farine ou un pain à la semoule, il va utiliser un pain hein, à la semoule parce qu'il y a beaucoup d'amidon dans la farine. Donc déjà, du point de vue santé, hygiène de vie, hein, il est préférable de manger. Hein, mais, traditionnellement, le goût, donc on a la panification pour faire le pain. Quand on mange un pain à la farine, on a le sentiment qu'il est bien panifié.
la panification. Donc la science, il y a d'abord la science de la panification. C'est-à-dire la panification, c'est cette couleur croustillante, hein, la texture, etc., qui est importante. Alors, comment faire du bon pain? Parce que le pain, plus il est bon, comment je vais définir un bon pain? Qui te dit comme ta mère ou ta grand-mère, tla mleh, hein? Tla, hein? Il gonfle. D'accord? Donc ça veut dire plus il va gonfler, hein? Plus il est meilleur, le pain. Ça veut dire plus il va gonfler, plus il est meilleur. Et généralement, on met une levure, hein, pour le faire gonfler. On met une levure pour le faire gonfler. Alors, donc on est obligé de faire une levure pour le faire gonfler. Et donc, mais d'autre part, on ne sait pas que pour faire du pain à la farine, pour qu'il y ait une meilleure panification, on ajoute des améliorants. Et ces améliorants sont généralement des améliorants artificiels, qui ne sont pas bons pour la santé. Alors que dans le pain à la semoule, on ne met pas d'améliorants. Pas d'améliorants, c'est du pain naturel. Alors maintenant, si je vous dis, si vous voulez faire un meilleur cake, vous voulez un meilleur pain. Et un pain, vous allez utiliser du sucre et du beurre. Comment vous allez faire pour avoir un meilleur cake, par exemple, ceci. Généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on met de la farine, on met des œufs? On vous dit de faire chauffer le beurre. Et vous ajoutez le verre fondu, hein, pour faire ceci. C'est faux. Si vous voulez avoir un meilleur cake, il faut utiliser le beurre à température normale. Je vais vous expliquer. Et il faut prendre le beurre, par exemple, vous allez faire du cake, vous allez mettre du beurre et vous allez ajouter du sucre. Hein? Si vous ajoutez du sucre dans du beurre fondu, c'est la catastrophe. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous mettez du beurre et vous mettez du sucre et vous allez mélanger le beurre avec le sucre, qu'est-ce que vous allez faire? En mélangeant du beurre à température normale avec du sucre, vous allez créer ce que nous appelons, parce que le sucre, il va se dissoudre, hein, donc il va devenir de plus en plus petit. Et les espaces, d'accord, les porosités, il y a des porosités, des trous qui vont se créer, hein, plus ils sont gros, plus le cake ou le pain est moelleux. Moelleux, hein, c'est-à-dire il est moelleux, hein, il n'est pas dur, hein. Et plus il y a moins... Parce que pourquoi? Alors, quand les trous sont plus grands, qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que j'ai des trous petits, d'accord? Des porosités petites, et j'ai des trous qui sont plus grands. Qu'est-ce qui va se faire? Quand vous allez faire lever le pain, d'accord? Ça veut dire la levée, c'est quoi? C'est de l'air qui s'introduit à l'intérieur de la farine. Plus les trous sont grands, plus il y aura plus d'air qui rentre à l'intérieur. Plus les trous se sont petits, plus il y a moins d'air. Donc plus il y a d'air, plus il va gonfler. L'air s'introduit, donc il gonfle. Hein? Plus les trous sont petits, plus l'air va moins s'introduire, d'accord? Et donc, il ne va pas trop gonfler. Et un bon cake, c'est un cake que tu fais bien, hein, bien gonflé. Et plus il est gonflé, plus il est moelleux à l'intérieur. Il a un bon, hein, le feeling, il est meilleur. Et ça, pour avoir ça, il faut mélanger, hein, du sucre avec du beurre, hein, à température normale. Il ne faut pas faire fondre le beurre quand vous faites des gâteaux. Donc vous voyez que ça, c'est une science, hein, c'est une physique qui est derrière ceci. Alors, il ne faut pas que je pars dans tous les sens. Et donc, nous arrivons, vous avez la cuisine, hein, mais par la suite, vous avez besoin de laver, hein, tous ces ustensiles, hein,
etc. Et généralement, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Maintenant, vous utilisez des détergents. Les détergents, leur rôle, c'est quoi? C'est de casser les molécules, d'accord, les lipides, les graisses, hein? Ce sont les graisses, généralement, qu'on enlève. Mais les détergents, hein, c'est des produits chimiques. Parfois, ils vous donnent des allergies, ils vous donnent tout. Aujourd'hui, il y a une nouvelle science qui s'introduit, d'accord, dans le nettoyage, hein, d'accord, c'est on introduit aussi des enzymes. Donc vous avez aujourd'hui des détergents, on ne peut pas des détergents, hein, mais des produits à base d'enzymes, d'accord, qui ont le... Parce qu'une enzyme, c'est quoi? Une enzyme, vous avez une molécule, une graisse, c'est comme un ciseau. Elle vient, elle commence à couper cette graisse. Et plus vous allez la couper, plus elle va se dissoudre dans l'eau et elle va disparaître. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire que tous ces gens qui sont allergiques à ces détergents, d'accord, aujourd'hui on utilise des enzymes. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, même dans la vie maintenant, dans le monde technologique, d'accord, pour purifier, pour transformer des déchets, hein, pour nettoyer des lieux, par exemple, par rapport à réutiliser donc des eaux, etc., ou la purifier, on le fait actuellement avec des enzymes. Donc ça veut dire que ce monde des enzymes dans lequel nous baignons dans la cuisine, d'accord, est important et les enzymes vont prendre de plus en plus de l'importance dans notre vie, d'accord, parce que les enzymes ne sont pas dangereuses, hein, pour l'hygiène de vie, d'accord. Deuxièmement, ils sont indispensables, d'accord, pour que nous puissions digérer tout ce que nous mangeons, d'accord. Et troisièmement, ils sont essentiels aujourd'hui pour tout ce qui est hygiène autour de nous, etc., pour se débarrasser de tous ces aspects chimiques. Et encore une fois, je ne suis pas rentré dans les détails donc, de la chimie et de la chimie complexe des sciences de l'aliment donc, et de la cuisine, mais sachez que c'est l'une des chimies les plus complexes au monde, d'accord, et qu'on n'arrivera pas jamais à cerner, et que la science maintenant prend en considération de plus en plus cette voie donc de l'utilisation de la science dans la cuisine, et qu'il y a beaucoup maintenant de filières qui se développent, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et je pense qu'aujourd'hui, d'accord, la science, la physique et la chimie peuvent apporter beaucoup dans les grands chefs aujourd'hui de la cuisine, d'accord, s'initier de plus en plus à la physique et à la chimie pour nous formuler donc des formules. Et aujourd'hui, il existe des bases de données dans le monde, qui vous donnent des bases de données de mélange. Quel est le goût et quel est le parfum qu'il dégage. Par exemple, si vous mettez du cumin, hein, avec tel légume, quelle est la saveur. Et aujourd'hui, il y a des bases de données énormes sur ces mélanges, parce que parfois, comme j'ai dit, là, j'ai pas abordé ce chapitre, qui est le chapitre chimie, c'est-à-dire quand je mélange, hein, deux parfums, qu'est-ce qu'ils vont me donner comme parfum. Quand je mélange, par exemple, je donne un exemple très simple et je termine avec cet exemple. La mayonnaise. Mayonnaise aux œufs durs. On dit toujours, hein, de la mayonnaise sur des œufs durs. Hein. Pour faire la mayonnaise, qu'est-ce qu'on prend? On prend de l'huile. D'accord. Et du blanc d'œuf. On prend du blanc d'œuf, d'accord. Et on ajoute du vinaigre, hein. Ouais. On ajoute du citron, hein, d'accord. Mais regardez bien. Si vous prenez de l'eau et de l'huile, et vous mélangez de l'eau et de l'huile ensemble, hein, ils ne se mélangent jamais. Il y a séparation de l'eau et de l'huile. Mais le jaune d'œuf, il est fait de 90% d'eau. Comment se fait-il? C'est-vous la question. Comment se fait-il que quelque chose qui contient 90% d'eau, qui est le jaune d'œuf, quand vous allez le mélanger avec de l'eau, il n'y a pas séparation de l'eau, hein, tout seul et de là. Parce que justement, le jaune d'œuf, il a deux qualités, hydrophobe et hydrophile, d'accord?
Ça veut dire qu'il a une partie, d'accord, qui va faire en sorte que l'eau qui est à l'intérieur avec l'huile ne se sépare jamais. Et vous savez qu'avec un jaune d'œuf, normalement, je peux faire de la mayonnaise avec maximum 3,5 litres d'huile. Rien avec un jaune. Donc les gens mélangent au khalas. Mais avec un seul jaune d'œuf, je peux faire de la mayonnaise pour 3,5 litres. Et quand j'ajoute le vinaigre, ou là j'ajoute le citron, d'accord, c'est le moyen catalytique qui va me permettre, d'accord, à ce que cette réaction entre le jaune d'œuf et l'huile se fasse pour qu'il y ait le mélange, et ça prend la forme de mousse. Donc vous voyez que, Rabbi, je sais que l'eau ne se mélange pas avec de l'huile, mais comme tous les aliments contiennent de l'eau, d'accord, le jaune d'œuf a cette formidable capacité de pouvoir mélanger l'eau avec de l'huile. Et c'est ça la mayonnaise, mélanger de l'eau avec de l'huile et donner une émulsion. Et je vous remercie, bonsoir. Merci beaucoup, professeur Aouarag, pour cette deuxième séance de la science dans notre quotidien, qui est très fructueuse et très intéressante pour notre grand public. Donc, nous vous attendons la semaine prochaine. Donc, pour les cosmétiques et les vêtements que vous portez, un regard scientifique. Parfait. Voilà, merci beaucoup.